Pour José Makébé et David Richer. C'est un exercice auquel tous les candidats seront confrontés. Vous êtes les premiers. Vous avez 30 secondes chacun pour parler positivement de votre adversaire du jour. On va commencer avec José Makébé. D'accord. Monsieur Richer, à vrai dire, je le connais très très peu. Donc, je sais que c'est le maire de Roura et puis président de l'association des maires. Euh, Visiblement, il fait le consensus. Il se présente en tout cas comme tel. Donc, du respect pour sa candidature. Le candidat du consensus en retient donc pour José Makébé. David Richer, 30 secondes pour parler de José Makébé. Parler de lui pour sa jeunesse qu'il représente. Je pense qu'on a besoin de jeunes qui s'investissent pour le pays. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et pour cela, je le salue bien bas. Messieurs, vous êtes deux candidats sans étiquette. Si vous êtes élu député de la deuxième circonscription de la Guyane, dans quel groupe allez-vous siéger? Celui de la majorité ou dans un groupe d'opposition? David Richer. Les cas me concernant, il s'agit d'être dans le groupe qui me permettra de m'exprimer, de faire entendre la voix de la Guyane. Lequel? Alors, je ne serai pas dans la majorité, je serai certainement pas En Marche. Maintenant, de trouver le groupe qui me permettra, on y travaille, parce que quand on va dans un groupe, on leur apporte aussi un soutien. Donc, il y a des échanges qui se font. Un groupe qui permettra de parler, d'être dans la majorité, pour la majorité quand il le faudra, mais pas être un bini-oui-oui. Comme je l'ai toujours fait en tant que président des maires, c'est de savoir dire non quand il le faudra. Donc, j'aurai besoin de cette liberté, donc de trouver ce groupe qui permettra vraiment d'être libre dans mes choix, dans mes propos, et puis surtout un groupe qui permet de parler et de faire entendre la Guyane. Quoi qu'il en soit, vous serez donc dans un groupe d'opposition. On comprend bien. Certainement, mais qui me laissera en tous les cas mes démarches de manœuvre. José Makébé. Oui, donc je le dis aussi avec clarté, je ne serai pas dans la majorité présidentielle. Pourquoi? Parce que la majorité présidentielle a son représentant, je lui laisse libre de défendre les convictions de M. Macron, qui ne sont pas les convictions des Guyanais. Donc, si les Guyanais me font confiance sur la base du programme que je les ai proposé, je partirai avec ce programme et sonder le reste des groupes qui restent dans cette assemblée. Je crois savoir qu'il y en a plus de 7 groupes à l'Assemblée nationale et je verrai qui va pouvoir m'aider pour appliquer le programme que j'ai pour les Guyanais. Mais pour l'instant, aucun contact. Aucun contact. Et ce n'est pas ma démarche. Le contact que j'ai fait depuis le 17 décembre, c'est de rencontrer les Guyanais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une fierté d'être sous vos antennes pour leur permettre que je vais jusqu'au bout de ma démarche. Messieurs, c'est bien beau. La vitrine est belle, mais on sait qu'une campagne électorale, il y a des dessous, il y a des soutiens que l'on va chercher au niveau local et national. David Richer, vous avez quand même quelques soutiens que vous allez chercher au niveau local, de partis, même au niveau national quand même. Écoutez, non, je vais être clair avec vous. Vu ma position en tant que président des maires, j'ai fait le choix de ne demander aucun soutien à aucun maire. Vous avez rencontré le PSG, vous avez PSG, peut-être par contre, que j'ai rencontré, qui me Guyane soutient. Rassemblement, Walwari. Je n'ai pas rencontré Guyane Rassemblement, je n'ai pas rencontré Walwari. Je n'ai rencontré aucun parti. Ce n'est que le PSG qui m'accorde son soutien. Maintenant, j'ai fait le choix de plus me pencher vers les Guyanais, de les rencontrer. Et c'est pour ça que le slogan de Josiane Bagadi, ma suppliante, et de moi-même, c'est « Mon parti, la Guyane ». Car aujourd'hui, les partis ne font plus la différence, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau local. Et je fais le choix que de dire que mon parti, c'est la Guyane, parce que c'est aux Guyanais de choisir le 4 mars, non pas un homme de parti, mais un homme qui a su montrer des valeurs, un homme qui a su défendre la Guyane, et puis un homme qui a de l'expérience, car aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre. Je pense qu'on n'a pas le temps de se former. Il ne reste plus que 4 ans. On a perdu une année au niveau de la députation. Il nous faut un homme d'expérience. En tout cas, c'est le choix que j'ai choisi au-delà de faire le choix d'un parti ou de quelque soutien que ce soit. Je préfère vraiment sillonner les rues et tout le monde sait le travail que j'ai accompli pour la Guyane. Ça me suffit. José Makébé, vous étiez le représentant de l'UDI qui soutient l'Enaï Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je ne souhaite pas rentrer dans le détail. Je vais y aller deux minutes. Et vraiment, j'espère qu'on va pouvoir parler de projet. On a 15 minutes, donc on a envie d'aller. Parce que vraiment, j'ai pas envie de m'attarder sur ces petits arrangements entre personnes. Ce sont des petits arrangements pour vous? Ce sont des petits arrangements. Moi, je vous dis, je suis centriste. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller sans étiquette pour en être libre et de pouvoir parler aux Guyanais. L'UDI ne m'a jamais aidé à aucun moment de financer ma campagne. Et donc aujourd'hui, je me suis
Je me sens totalement libre et j'ai anticipé d'ailleurs ce coup foireux en partant dans les élections sans étiquette. Voilà. Vous n'êtes plus à l'UDI, si on comprend. Non, je ne suis plus à l'UDI. Je suis un homme libre qui parle aux Guyanais parce que je connais la situation du pays et l'UDI ne connaît pas la situation du pays. Vous avez parlé de coup foireux, ça veut dire que l'UDI national ne comprend pas ce que vous faites ici ou ne comprend pas la démarche des Guyanais? J'irai beaucoup plus loin. C'est pas que l'UDI, c'est les partis politiques de façon générale qui cherchent le camp du gagnant pour soutenir donc des candidats. Nationaux, hein. Donc, non, pas que nationaux. Je vous ai dit, monsieur, nous avons un gros problème de démocratie. C'est les partis qui cherchent à soutenir des candidats qui vont gagner. Et que les idées des Guyanais ne gagnent plus. Et que je l'ai parfaitement compris bien avant de lancer ma candidature. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai mis 15 propositions sur la table pour que, enfin, les idées des Guyanais puissent gagner et non pas les partis politiques. Et au fond, au fil du compte, ce sont les Guyanais qui payent les pots cassés de cette politique, de cette politique d'arrangement entre copains et copines. Voilà. Messieurs, on parle de projet, on va parler donc d'enjeux majeurs. Le projet de mine à ciel ouvert Montagne d'Or à Saint-Laurent-du-Maroni, 750 emplois directs, 782 millions d'euros d'investissement, un potentiel de 85 tonnes d'or, des promesses de la compagnie. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet, David Richer? Écoutez, je me suis largement exprimé sur ce dossier. Si demain, je dis bien, on me propose le même nombre d'emplois verts, je serais contre ce projet Montagne d'Or. Sauf que ça fait 10 ans qu'on les promet, notamment sur Oura, avec la mine Concaïmon qui a été fermée. Donc aujourd'hui, je suis plutôt favorable. Maintenant, évidemment, avec certaines conditions, je ne donne pas un blanc-seing à cette société minière. C'est-à-dire que sur la taxe des 2%, tout le monde s'en plaint. Moi, le premier, c'est pas moi qui ai réalisé le code minier. Je ne suis pas assistant parlementaire ni parlementaire. Maintenant, c'est à nous de mettre la barre à quoi? À 7, à 8, à 10%, et de dire que le delta, par exemple, des 8%, ce sera de l'investissement pur et dur pour nos communes, pour nos collectivités. Et puis sur l'environnement, bien sûr qu'on est tous attachés à nos arbres, à nos forêts en Guyane, à nos biodiversités. Mais maintenant, le contexte, c'est quoi, M. Perdius? Ce sont ces jeunes, vous avez vu le carnaval, ce nombre de milliers de jeunes qui défilent dans les rues, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont aucun repère. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas de projet ambitieux. En tous les cas, ce n'est pas en ouvrant un salon de coiffure en bar qu'on va embaucher toutes ces milliers de jeunes. Donc aujourd'hui, je suis pour une industrie, qu'elle soit minière ou une autre, maintenant, évidemment, avec toutes les contraintes qu'il faut avoir à l'œil. Et bien sûr, oui, mais vraiment pas un blanc-seing. Et il faudra qu'il montre pas de blanc jusqu'au bout. Oui au projet Montagne d'Or avec une étroite surveillance. José Makébé, vous êtes aussi pour ce projet de mine à ciel ouvert? Je ne suis pas favorable au projet de la Montagne d'Or. Ok. Je l'ai dit. Vous comprenez quand même la position de David Richer? Je peux comprendre et on est là pour en débattre. Donc permettez-moi de m'exprimer sur ma position et ensuite on verra, monsieur Richer. Je ne suis pas venu pour commenter les positions des uns et des autres. Je suis venu quand même pour parler aux Guyanais. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce projet de Montagne d'Or. Pourquoi? Parce que je trouve que ça ne va pas apporter suffisamment aux Guyanais. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose une grande politique de développement de la politique publique à travers le désenclavement de notre territoire. Quand on va désenclaver ce territoire, c'est plusieurs millions d'emplois à la clé. Madame Passion disait 250 millions d'euros. Je m'appuierai sur ces chiffres, mais j'ai vérifié aussi que c'est dans ces eaux-là pour pouvoir faire la route Cayenne, Maripasoula ou encore Maripasoula jusqu'à Apatou. Voilà. Mais vous l'avez entendu que le président 250 millions d'euros. Écoutez, monsieur Macron, il est président. Il est président pour un temps. Moi, je suis un candidat pour devenir député de la République. Moi, j'en appelle à la République française. Vous serez là aussi pour un temps également. Comment? Vous serez également là pour un temps. C'est un mandat qui... Non, mais il y a une vision que monsieur Macron veuille reculer. Il est président. Mais c'est pas parce qu'il dit ça que c'est la vérité qu'il dit. En tant que député de demain, il va falloir s'en opposer parce que c'est pas parce que monsieur Macron est venu et qui dit que quid à la route que nous, en tant que parlementaires ou politiques guyanais, on doit applaudir. C'est d'ailleurs scandaleux ce qu'il en fait. David Richer. Oui, mais monsieur Makébé dit, il a raison qu'il faut le désenclavement, mais vous savez, monsieur Makébé, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, vous les avez entendus comme moi, cette fameuse route du fleuve. Eh bien là, c'est le moment de dire à cette entreprise, si demain, elle peut aller chercher l'or, si on lui l'autorise, ça sera lui dire,
ce delta des 8% dont je parlais, de lui dire, à nous les élus, de dire, c'est cette route du fleuve qu'on veut, elle coûte tant de millions, vous participerez à tel pourcentage. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons contraindre cette multinationale à faire, en tous les cas, une partie de cette route nationale. C'est l'engagement que je prends. Et je crois qu'on devra lui demander sans état d'âme, car je n'ai aucune état d'âme pour le réaliser. C'est totalement faux, monsieur Richer. Là, ça nous permet de. Vous savez, on m'a dit pareil pour la route de cacao, je l'ai faite à hauteur de 10 millions. On va laisser José Makébé répondre. Voilà. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, à chaque fois, on nous vend des produits comme ça. Une société est là pour faire du profit. Et qu'on ne va pas me dire qu'on va contraindre une entreprise à investir 250 millions d'euros en plus d'avoir une société est là pour faire de la rentabilité. Est-ce que vous ne montrez pas en quelque sorte vos limites en tant que député, en tant qu'élu, parce que vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes tout de même limité, vous ne pourrez pas obliger une société, ça peut se négocier, c'est ce qu'essaie de dire David Richer. Pour vous, c'est impossible ? C'est pas que c'est impossible, mais mettez-vous à la place de cette société, qui n'est pas une société française d'ailleurs, mais mettez-vous à la place d'une entreprise qui investit dans un pays. Son objectif, c'est de faire du profit. Et donc, il n'y aura pas de compromission à ce niveau-là. C'est du rêve vendu, perdu d'avance. Moi, ce que je propose pour désenclaver ce territoire, c'est que nous basions sur la base de la continuité territoriale, sur le principe du droit de libre circulation de nos concitoyens sur l'intégralité du territoire. Et que cela ne doit pas être freiné par des enjeux financiers. Il nous reste 3 minutes, Alex Éveillé. Oui, donc José Makébé, vous indiquez vouloir mener un combat pour l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour une partie des habitants des communes de l'intérieur. Stratégiquement, comment allez-vous mener cette bataille ? Alors, vous parlez cela me permet aussi d'apporter une précision. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas qu'une problématique qui est liée aux communes de l'intérieur. Détrompez-vous. À Kourou, à Wayabo, vous êtes député, donc vous êtes député de la Guyane. On est député de la Guyane, et quelles que soient d'ailleurs les communes, même ceux du littoral. Stratégiquement, comment vous allez faire ? Il y en a des communes qui sont concernées par ce problématique liée à l'accès à l'eau potable. L'eau potable, c'est un patrimoine commun de la nation, encadré par la Constitution. Et donc, je vais me servir de la Constitution, des textes de la Constitution qui dit que l'eau potable, c'est le patrimoine commun de la nation. Or, le problème qui se passe aujourd'hui, quand on évoque ces sujets-là, on nous parle que c'est très coûteux pour la société. Et vous regarderez que en fonction des communes... Attendez, je me permets 2 minutes. Selon les communes, vous verrez que les coûts de l'eau potable, par exemple à Ouala et à Limapo, c'est beaucoup plus cher que de payer l'eau potable à Kourou. Et donc, c'est un enjeu financier, encore une fois, qui impacte la santé de nos concitoyens. Moi, je prends le problème dans l'autre sens. On parle d'abord du droit humain pour aller vers la finance. On a compris. David Richer sur cette question. Cette question, je crois avoir démontré sur le village Fava, qui se situe à 20 minutes en pirogue, qu'avec la CACL, nous avons mis l'adduction d'eau potable. L'eau potable est à Favard maintenant. Nous avons su, avec la CACL, trouver les moyens. La commune y a mis ses moyens. Mais maintenant, je crois qu'il faudra s'appuyer. On ne va pas inventer une loi, mais la loi du 18 février 2017, je parle tout simplement de la loi d'égalité réelle des Outre-mer, sur laquelle, dans son titre premier, le titre 3e, dans son article 4 d'ailleurs, où on dit bien qu'il est mentionné que les Guyanais, les Mahorais, en priorité, doivent avoir accès à ces services de base, que l'eau, l'électricité, comme tout Parisien, comme tout Bordelais. Donc, c'est par rapport à cette loi que je m'appuierai, et ils ont intérêt réellement à la mettre en place. Messieurs, il nous reste un peu moins de 30 secondes. On a envie de vous entendre également là-dessus, sur ce projet de loi sur l'asile et l'immigration. Aujourd'hui, on est aussi confronté en Guyane à cette problématique. Alors, comment faire face aux difficultés d'accueil ? Est-ce qu'il faut continuer à accueillir ou non ? Quelle sera la position du député si vous êtes élu ? Moi, écoutez, moi, je m'appuierai sur le plan local de sécurité pour la Guyane, qui consacre 26 mesures en la matière, dans l'immigration clandestine. Il faut... en tout cas, protéger le territoire contre l'immigration, mais il ne faut pas être dans la stigmatisation, dans le refus et le rejet des autres. David Richer, pour terminer. Je crois que pour le coup, j'étais très favorable aux préconisations du président Macron quand il est venu en Guyane sur ses annonces par rapport au RSA, par rapport au droit du sol. Je crois qu'aujourd'hui, on doit ouvrir les yeux. Ceux qui sont là et qui arrivent, bien sûr que c'est difficile, mais on doit essayer de les mettre à notre niveau en tant que bon Guyanais, mais maintenant on ne peut pas ouvrir les portes à tout le monde. Et je crois que, au-delà de contester
nos frontières, ça va être difficile sur les fleuves. Je crois qu'il nous faut ne plus être un produit d'appel sur certains services sociaux, minima sociaux. Donc voilà, je crois que Macron s'est exprimé dessus. Merci messieurs d'avoir donc participé à ce premier face-à-face dans l'émission après le 13h. Demain, nous recevrons Jérôme Arbour et Richard Joigny. Excellente après-midi à toutes et à tous.